Bonjour tout le monde, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Robin. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo et que le sujet vous est peu familier, je vous encourage fortement à aller voir l'introduction. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. D'autre part, merci pour vos retours sur la précédente vidéo. Je vais essayer de tenir compte de ceux-ci, mais dans la limite du possible. Alors, après la mise en contexte des TSA et des robots sociaux, nous traiterons aujourd'hui des intérêts de l'utilisation de robots dans l'aide au développement de compétences communicationnelles, et ça, toujours dans le cadre de TSA. Alors, l'utilisation de robots dans la recherche a un certain coût. Je pense que vous pouvez l'imaginer, qui est assez élevé. Par exemple, on a le robot Nao que je présenterai dans une prochaine vidéo, qui coûte aux alentours de 9000 $ pour sa version 5 éducative. Alors, vous l'aurez compris, ça semble être un frein dans la recherche, en particulier pour les petits laboratoires qui sont peu subventionnés, mais j'ai quand même envie de dire, c'est un peu partout pareil. Outre un coût très élevé concernant certains robots, en regardant la littérature actuelle, ça semble montrer l'intérêt de leur utilisation, et même il semblerait aussi que ça soit une idée intéressante pour développer les compétences communicationnelles, comme j'ai déjà pu vous le dire. Diel et ses collègues en 2012 nous indiquent que les robots sont susceptibles de présenter de nombreux avantages, parce que les enfants atteints de TSA auraient lors d'interaction un intérêt qui est plus élevé lorsqu'il s'agit d'un robot plutôt que d'un humain, ou encore un jouet qui n'est pas robotique. De même, les auteurs précisent que le robot, il donne un renforcement positif lorsque l'enfant va exécuter correctement la compétence qui est ciblée, ce qui fait que le robot fournit en quelque sorte des encouragements, et il va nécessairement favoriser la communication avec un autre partenaire interactif par extension. Et par ailleurs, il souligne que les robots, ils peuvent être facilement programmés et adaptés de manière à ce que chaque enfant puisse recevoir un traitement personnalisé et qui est adapté à ses spécificités. D'autre part, Pierno et ses collègues en 2008 ont remarqué que, contrairement aux personnes avec un développement typique, les personnes souffrant de TSA auraient tendance à plus facilement imiter un robot faisant un mouvement qu'un humain. Et selon les résultats de Sasselati et ses collègues en 2012, Warren et ses collègues en 2015, on remarque aussi qu'ils s'investissent plus dans une interaction avec un robot, même lorsque l'on veut qu'ils apprennent quelque chose. Et ils auront une attention conjointe qui est plus forte et qui sera développée aussi à l'issue de ces interactions, ce qui fait qu'il leur sera plus aisé d'apprendre. Ne vous en faites pas, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire par rapport à l'attention conjointe, on y viendra dans une prochaine vidéo qui parlera justement spécifiquement de l'aide au développement de l'attention conjointe. En revanche, ce fait que cela soit plus aisé d'apprendre pourrait dépendre du type d'apprentissage. So et ses collègues en 2019 se sont demandé qui de l'humain ou du robot était le meilleur enseignant de leçons hautement structurées pour des enfants souffrant de TSA dans la production et la reconnaissance de gestuels. Les résultats montrent qu'il n'y aurait pas de différence. Un autre intérêt, par exemple, Kumazaki et ses collègues en 2019 qui observaient que la motivation à suivre un entretien pour des personnes atteintes de TSA sera plus grande avec un robot qui est d'apparence humanoïde sans trop l'être tout en restant simple, car l'impact de l'apparence est assez important. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. Chang et ses collègues en 2019 nous suggèrent dans leur étude relative à la théorie de l'esprit et à l'attribution de fausses croyances que même si les enfants souffrant de TSA semblent avoir énormément d'intérêt pour les robots, ils ont tout de même des difficultés à inférer sur les états mentaux des robots et ils ont une tendance à leur attribuer les mêmes caractéristiques, donc aux robots, qu'aux humains. C'est-à-dire qu'ils les anthropomorphisent. Et ces résultats-là sont donc en adéquation avec de précédentes recherches. Parce que, en effet, selon Baron Cohen en 2011, il s'avère que les personnes atteintes de TSA présentent des difficultés dans les tâches de théorie de l'esprit. Donnons tout de même une définition de la théorie de l'esprit, histoire que vous mettiez des idées sur ce que je viens de formuler. La théorie de l'esprit n'est pas une théorie, mais c'est une aptitude cognitive. Voyons donc un peu plus en détail cela. En 1978, on a le célèbre professeur en psychologie David Premack et le célèbre docteur en philosophie Guy Woodruff qui publient dans Behavioral and Brain Sciences un article intitulé « Le chimpanzé a-t-il une théorie de l'esprit ?» qui du coup introduit ce concept de théorie de l'esprit. Et cet article amènera alors une vague de recherches en neurosciences et en psychologie. En allant à la page 515, on peut aller voir cette définition de la théorie de l'esprit, et il est indiqué ceci. En disant qu'un individu a une théorie de l'esprit, nous voulons dire que l'individu attribue des états mentaux à lui-même et à d'autres, soit à des congénères, soit à d'autres espèces également.
Pour citer d'autres auteurs, prenons la définition de 2011 de la page 41 de l'étude La théorie de l'esprit, aspects conceptuels, évaluation et effets de l'âge, qui avait été publiée dans Revue de neuropsychologie. Donc cette étude qui a été réalisée par la chercheuse Duval et ses collègues, qu'on peut notamment y lire que la théorie de l'esprit, c'est la capacité à inférer des états mentaux à autrui, comme des croyances, des désirs ou des intentions. Vous l'avez probablement interprété de la sorte, les études relatives aux interactions avec un robot peuvent nous montrer des possibilités qui sont prometteuses quant à la prise en charge, et elles peuvent aussi apporter des résultats attrayants, nous permettant d'en apprendre un peu plus sur les différences entre TSA et développement typique, du coup pour pouvoir mieux les aider. Tout cela, même si la recherche dans le domaine n'en est qu'à ses débuts, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années. Les résultats obtenus jusqu'à maintenant correspondent souvent aux attentes que l'on avait au sein de la recherche. Il se pourrait dans le futur que la robotique, et plus particulièrement les robots sociaux, puissent nous amener à obtenir d'autres résultats qui sont surprenants, utiles, voire encourageants. Mais pour l'instant, c'est déjà quand même énormément encourageant. Si vous voulez savoir ce qu'on a obtenu comme d'autres résultats plus spécifiques, n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions, des remarques, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner, laisser un pouce positif pour me signaler si vous avez aimé ou pas. Vous trouverez aussi les sources dans la description de cette vidéo. Et si vous avez besoin de sources plus précises que j'ai pu oublier, n'hésitez pas à me le dire. C'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine qui traitera, comme je l'ai dit plus tôt, de l'apparence du robot social et du comportement des personnes atteintes de TSA. Je vous souhaite le meilleur. À très vite!